Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour le dernier virage relatif à l'aboutissement de la 6e revue entre le Congo et le FMI. Depuis 2022, la République du Congo bénéficie d'un programme de soutien du FMI appelé la Facilité élargie de crédit, ou FEC. Ce programme vise à appuyer notre pays dans ses réformes économiques, renforcer la stabilité financière et favoriser la croissance. Après 5 revues précédentes, nous arrivons aujourd'hui à la 6e et dernière étape, marquant un tournant dans notre coopération avec le FMI. Bonne nouvelle, avec cette 6e revue, le FMI valide un décaissement immédiat de 32,4 millions de DTS, soit environ 43 millions de dollars. Ce montant porte le total des décaissements de l'accord FEC à 324 millions de DTS, soit environ 430 millions de dollars. Un soutien précieux pour renforcer notre économie. Selon les prévisions, la croissance du Congo devrait s'accélérer pour atteindre entre 3,4% et 3,8% dans les 2 prochaines années. L'inflation, actuellement en baisse, devrait se stabiliser autour de 3% selon les objectifs de la CEMAC. Toutefois, pour maintenir cette trajectoire positive, il sera crucial d'accélérer la diversification économique en réduisant la dépendance aux hydrocarbures et en soutenant les investissements privés. L'amélioration de la transparence et de la lutte contre la corruption sera également déterminante pour renforcer la confiance des investisseurs. Avec cette 6e et dernière revue du FMI, la République du Congo franchit une étape décisive vers la consolidation de sa stabilité économique. Les défis restent présents, mais avec des réformes bien appliquées, notre pays peut se projeter vers un avenir prospère et inclusif. Le Congo a conclu donc la 6e revue. Enfin, c'est le FMI qui a conclu finalement la 6e revue avec le Congo. Et ça donne droit à un décaissement, on a dit, immédiat de 43 millions de dollars. Brunel, alors comment avez-vous apprécié cette nouvelle de la fin, en fait, de la conclusion de cette revue par le FMI? Bon, mais moi je pense que la nouvelle c'est comme tout Congolais, je l'ai appris, mais je pense que cette nouvelle ne change en rien, parce que dans un pays comme le nôtre, quand on ne peut pas se réjouir si on vous donne à peine 43 millions de dollars, qui fait, je pense, 20 milliards et quelques de francs CFA. Donc, je pense que... Mais pourquoi c'est insuffisant? C'est déjà insuffisant. Parce que le gouvernement s'accroche. Déjà, qu'est-ce qu'on a fait avec ce qu'on avait donné en avant? Les 5 revues? Je pense qu'il n'y a rien. Donc, ce qu'on a donné, il n'y aura rien aussi, il n'y aura pas d'impact. Parce que c'est comme, c'est comme un biscuit qu'on donne à un chien. Donc, du coup, je pense que j'ai suivi le Premier ministre qui se réjouissait au Parlement par rapport à cet accord, mais j'ai été quand même très déçu. Très déçu parce que, à l'heure où nous sommes, on ne peut pas se réjouir pour ça. Ok, on ne peut pas se réjouir pour ça. Albert, quand vous avez appris la conclusion, parce que le gouvernement est en train de se réjouir d'avoir conclu la 6e revue, mais quand vous avez appris la nouvelle? Oui, non, il faut être honnête. Que le gouvernement se réjouisse, c'est son droit, c'est même son devoir. Et c'est quand même la conclusion d'un parcours vertueux. Quelle que soit la somme, c'est quelque chose de positif pour lui, qui ne vient pas condamner ses atermoiements, ses hésitations, ses incompétences dans beaucoup de secteurs. Donc nous sommes ici, nous, Congolais, en face d'une obligation à bien et à mieux faire. C'est ce que le décaissement de ce montant voudrait souligner. Maintenant, pour le reste, comme l'a dit mon confrère Brunel, nous nous connaissons. Nous sommes Congolais, nous savons que cet argent ne va pas améliorer le panier de la ménagère, que dans pas mal de temps, nous allons nous retrouver avec des scandales de détournement ici, des gabégies plus ou moins affirmées, annoncées, et donc quelque part on se dit oui, bon, d'accord, ça aurait pu être 80 millions ailleurs, il y a eu jusqu'à 300 millions de dollars qui ont été décaissés. Donc quelque part on nous dit bon ben voilà,
écoutez, ne les laissons pas trop pleurer, mettons quand même un petit peu de viande sur ce plat, et puis voilà, ils vont. Donc je vois, c'est un peu compliqué à apprécier, mais c'est mieux que rien, effectivement. C'est mieux que rien, Spleen. La conclusion de la 6e revue. Vous aussi, c'est mieux que rien? C'est mieux que rien. Vous vous rappelez qu'il y a quelques mois, le chef du gouvernement avait promis que au premier trimestre de 2025, les Congolais pourront percevoir ceux qui attendent les salaires. Donc, il y aurait un léger mieux. Si c'est cela, c'est très bien. Mais on a fait les calculs, tout à l'heure Brunel a fait les calculs, que ça ne donne que 20 milliards de francs CFA. Ça veut dire que ça ne donne même pas, ce n'est même pas équivalent au salaire d'un mois. Alors pourquoi se réjouir? Et moi j'ai même peur qu'en se réjouissant là, parce qu'on se connaît. On se connaît dans ce pays, un pays où on adore les fêtes, que ça puisse finir tout simplement dans cette fête qui consiste à se réjouir le fait d'avoir reçu une 6e pactole. Alors, mais moi je crois que ça devait plutôt faire pleurer. Pour un pays comme le nôtre, on devait pleurer. Parce que je me rappelle encore, puisque le passé chez nous, ça dérange certaines personnes. Moi je me rappelle encore, j'étais très friand de Mouti, friand de Etumba. Je lisais. Surtout Etumba. Et surtout Etumba. Lorsque la première fois on a parlé du FMI au Congo, en grand titre, pas de FMI au Congo. Je ne me rappelle plus si c'était une décision du comité central ou c'est une décision du conseil des ministres, mais en tout cas, le Congo avait dit non au FMI. Et pourquoi? Nous, on ne connaissait pas. Nous étions encore sur les bancs de l'école. On ne connaissait même pas. L'UGC avec Gabriel Oba disait le FMI n'arrivera jamais au Congo. Voilà. Et moi, j'étais membre de l'UGC. J'ai été à l'UGC. Donc, et on nous a expliqué cette affaire de FMI, surtout avec les ravages que le FMI était en train de faire en Côte d'Ivoire. Après que le président Houphouët-Boigny ait utilisé l'argent pour des grands travaux et la Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec des caisses vides et le FMI. Vous voyez que cet argent que nous avons reçu, c'est pas un cadeau, c'est aussi encore assujetti. Il y a des conditions. Vous avez déjà vu un pays qui a été déjà développé par le FMI? On n'en a pas encore vu. Et c'est pourquoi, nous, à cette époque-là, lorsqu'on nous l'avait dit, on s'était dit oui, il faut que le Congo soit un pays souverain, il faut que le Congo soit tel que le président Marie Ngouabi nous le disait. Alors, aujourd'hui, c'est le FMI qui nous donne 20 milliards de francs CFA. Par rapport à cet endettement qu'on nous dit surendettement, par rapport au surendettement que nous, qui est le nôtre aujourd'hui. On vous donne 20 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que nous allons faire avec 20 milliards de francs CFA? Je crois que il fallait plutôt pleurer. Il fallait plutôt pleurer. Oui, justement, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Mais pourquoi cet engouement auprès du gouvernement qui a mis tous ses espoirs sur la réussite de ce programme, finalement? Qu'est-ce qui... Les espérances du gouvernement sont où? Parce que le gouvernement attendait bien conclure ce programme. Oui, parce que ça n'est pas seulement le chiffre qui compte, c'est aussi la retombée de ce chiffre-là dans les milieux financiers internationaux. Lorsque vous concluez une revue avec la Banque mondiale, le FMI, cela a des répercussions sur le marché de l'emprunt, de marché financier. Et donc, votre signature devient
beaucoup plus regardé avec attention que si on avait dit, ah, ben voilà, Mais ils un n'ont pas échec, pu, etc. ils n'ont Donc, pas pu voilà, ça c'est conclure. important. Enfin, Oui, ils n'ont pas je me pu permettais de... conclure. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement a fourni quand même des efforts, a montré des signes de bonne gouvernance, de bonne gestion, on peut Oui, dire. il a montré bien évidemment les signes de bonne gouvernance selon le FMI. Mais entre-temps, c'est le peuple, la population, le plus bas peuple qui va en payer le prix. Oui, Parce que déjà, oui, avec l'augmentation du prix du carburant, on ne sait pas qu'est-ce qui va encore augmenter. Donc, c'est une affaire qui réjouit le gouvernement, bien sûr. Mais est-ce que ça réjouit tout le monde? Parce que le gouvernement travaille pour le peuple. Si ce gouvernement est contre le peuple, c'est ce qui n'est pas bien. mais quand le gouvernement se réjouit, c'est pas le peuple aussi qui devrait se réjouir, parce qu'il y aura quand même des retombées, des retombées sur le panier de la ménagère, non? Je pense pas. Je pense pas parce que les retombées, vous faites allusion à quoi quand vous parlez des retombées sur le Non, panier de avec la ménagère, par les exemple? réformes que le FMI demande à observer, c'est pour améliorer le quotidien Je, des je vous populations. ai, je vous ai rappelé ici qu'on a eu une première revue, deuxième revue, troisième revue, quatrième revue, cinquième revue, aujourd'hui sixième Nous sommes revue. la sixième. Il faut attendre une septième. Qu'est-ce qui a changé? La situation s'empire de plus en plus, je Oui, pense. oui, l'argent que le FMI donne, est-ce que le gouvernement ne devrait-il pas profiter de cette manne pour investir? Généralement, ce sont les salaires qu'on paye. Est-ce que ne pouvait-il pas investir pour mettre des unités de production afin d'être capable de se prendre en charge? Oui, nous raisonnons comme ça, comme le Congolais de la rue, etc., mais les choses sont à la fois simples et compliquées. Nous ne pouvons pas dire, bon voilà, donnez-moi mes 20 milliards et puis je vais aller payer mes fonctionnaires. Ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Euh, je le dis d'ailleurs, ça peut-être que Aaron s'en souviendra, mais les premières retombées de notre vente de pétrole, ça s'est levé à 21 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, par notre propre produit, nous pouvions engranger 21 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous en sommes, les calculs, je suppose qu'ils sont justes, c'est 20 milliards qu'on nous donne et nous jouons déjà du tam-tam autour. Non, c'est une maîtrise de tous les trous financiers de toutes les zones, tous les secteurs qui nous valent, dire, d'être critiqués à gauche et à droite, qui devraient être assainis. Donc ici, aujourd'hui, nous avons un ministre des Finances qui est jeune et nouveau. Donc, peut-être que cet argent-là devrait lui servir à engager des réformes, les réformes structurelles. Mais j'ai comme l'impression, je ne suis pas économiste, mais d'aussi loin que je considère la question, que chaque fois que nous sommes confrontés à des problèmes d'argent, c'est toujours, bon, ben voilà, améliorer la gouvernance, lutter plus efficacement contre la corruption, etc. Et on n'en voit jamais le résultat. Oui, le Premier ministre a parlé justement de la lutte contre la corruption et il a pris l'exemple euh, de l'arsenal juridique qui a été mis en place avec la loi sur la déclaration de patrimoine, déclaration de patrimoine. Il y a eu aussi la lutte contre le conflit d'intérêts. Bon, ce ne sont pas là des mécanismes qui pourraient aider à mieux gérer les fonds. Spin qui est en train d'évoquer et Touma, le président ne voulait pas. Mais actuellement, le gouvernement ne montre-t-il pas des signes pour un peu freiner les velléités de mauvaise gouvernance? Non, il ne le montre pas, mais il le dit. Il devait le faire. Non, ce qui manque, c'est le fait. On a eu des cas de détournement avéré d'argent. Des gens qui ont été traînés jusque devant les tribunaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés en prison. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont sortis de là.
Mais je crois que l'arsenal juridique là ne suffit pas. Ou alors, l'arsenal juridique qui est là est fragile. Il devait plutôt dire, par exemple, ceci. Monsieur Mbungu, qui vient de détourner de l'argent, et comme c'est démontré, il a tant d'années de prison. Mais entre-temps, tous les biens de monsieur Mbungu sont saisis. Effectivement. Mais ça ne se passe pas chez nous. Dès que tu as détourné, tu as fini ta prison, tu vas encore jouir de ce que tu as arraché au peuple congolais. C'est ça aussi que le gouvernement devait comprendre, que ces biens qui sont détournés par les cadres, c'est pas des biens du gouvernement, c'est les biens du peuple. Et le peuple attend là. Allez allez à la cité. Vous allez voir ce qui se passe. Si c'était des membres du gouvernement qui étaient très proches des populations, ils auraient agi autrement. Mais on se rend compte qu'ils sont un peu éloignés de la réalité et c'est pourquoi c'est ça ce qu'on appelle le laxisme. Donc, à mon avis, le gouvernement ne le démontre pas, mais le gouvernement le dit, mais sans le faire. Alors, se pose finalement la question, pourquoi il y a quelques années, quand nous prenons les années 60, le Congo ne produisait pas autant d'argent que maintenant. Mais on nous a installés. Les gouvernements de l'époque nous ont érigé une base économique très solide. Et aujourd'hui, avec autant d'argent, nous ne sommes même pas à mesure de comprendre que Mango Clé, vous vous rappelez de ce Oui, photo Kanissa après pétrole. Et ça se passe, ça, quand il compose ça, c'était la conséquence du plan quinquennat que nous avions tous salué parce que le président Denis Sassou Nguesso nous avait fait un bon plan de développement à cette époque-là, mais le pétrole avait tout gâché. Et Mango Moukle a attiré l'attention du politique pour le dire, il faut qu'on pense. Et ça date de quelle époque? Et vous voyez que notre économie aujourd'hui est à 80% tournée vers les recettes pétrolières. Alors, même quand nous recevons cet argent, 20 milliards de francs CFA, avec lequel il faut restructurer la dette, vous êtes sûr qu'on va restructurer notre dette avec 20 milliards de francs CFA? Je ne crois pas. Donc, s'il y a de l'argent peut-être à nous donner, j'utilise entre guillemets, à nous donner, il faut qu'on nous donne ces moyens-là avec lesquels nous pourrions diversifier, parce que la question aujourd'hui qui se pose, c'est diversifier notre économie, sortir de cette économie du pétrole et surtout doper le secteur privé. Vous avez été un peu sidéré tout à l'heure lorsque j'ai dit que le commandant Marien Ngouabi avait lancé une campagne de nationalisation des entreprises de l'État. Vous qui aimez les secteurs privés, alors nous pensons que il faut absolument qu'on dope notre secteur privé pour que nous puissions avancer. Si c'est pas cela, nous allons nous attendre peut-être à quoi demain? Déjà, moi je suis descendu dans un site économique où on me parle déjà d'une éventuelle dévaluation du franc CFA. Et si on y arrive, ça veut dire quoi? Que la dette qui existe maintenant là va doubler. Elle va doubler. Oui, Albert. Non, c'est-à-dire que quand je dis non, c'est pas ce que tu veux dire. Non. Je veux simplement dire que les solutions, c'est pas ça qui manque. Les initiatives, même judiciaires, même juridiques, ne manquent pas. Je faisais rire quelques-uns de mes amis l'année dernière en me disant il y a une plaque à l'entrée de l'aéroport de Brazzaville
On disait, voilà, le Congo, ici, contre la corruption interdite, voilà, c'est ça. Moi, je dis, voilà, quand un corrupteur débarque à Maya avec sa mallette bourrée de billets de banque et qu'il voit ça, il va s'évanouir parce qu'il dit, ah, ici, c'est terrible, je peux pas donner, or, depuis là, jusqu'à maintenant, on ne sait pas, on nous a pas rendu compte, enfin bon, bref. C'est qu'est devenu cette campagne. Cette campagne, et donc nous sommes habitués à voir ce genre de choses, et nous sommes de beaux slogans, belles tournures de phrases, beaux engagements en apparence, mais qui au final se terminent par un, comme dirait Jacques Chirac, par un. Oui, Brunel. Je pense que autour du président de la République, il faudrait qu'il y ait des hommes d'action plutôt que des hommes de parole. On a constaté que la majorité des hommes qui sont autour du président de la République sont des hommes de parole. Ils organisent, comme Albert a su le dire, des campagnes, ainsi de suite. Ben après, à la fin, qui entre nous ici, qui peut dire combien un ministre possède dans le document qu'il a déposé dans la déclaration des biens? Personne ne le sait. Et toutes ces choses-là devaient être connues de tous. Tout le monde devait le connaître. Pourquoi on parle d'une vraie transparence? Mais donc, jusqu'à aujourd'hui, la transparence est encore opaque. Opaque, si on peut le dire comme ça. Parce qu'on ne connaît pas. Les gens sont allés déclarer sur des conflits d'intérêts. Ils sont allés auprès de la haute autorité de lutte contre la corruption, qui a déclaré quoi et comment. Il y a des gens qui sont ministres, il y a des gens qui sont DG, ils travaillent ici, ils travaillent ailleurs, ainsi de suite. Mais c'est juste. Après ça, il y a eu quoi? Est-ce qu'on a enlevé certaines personnes au gouvernement parce que un tel, par rapport à ce qu'il est, ainsi de suite, il peut pas gérer tel département ministériel? C'est des mêmes personnes qui sont restées là. Donc, je pense que... Spin, quand on regarde, comme Spin l'a dit, la masse d'argent générée ou gérée par le Congo, est-ce que le fonds ou les fonds de FMI là étaient nécessaires pour le Congo? Quand on regarde ce qu'il gère dans le pétrole, dans le bois, est-ce que ça représente quelque chose d'important pour le Congo, ce que le FMI a donné? Bon, mais moi, je crois que ça ne représente rien. Ça ne représente rien du tout, mais c'est les économistes qui nous le diront beaucoup plus. Mais si le FMI donne comme ça, fait comme ça, c'est qu'il y a aussi déjà un problème dans les recettes pétrolières. Parce qu'il pouvait donner un peu plus s'il constatait que le Congo a encore cette capacité-là de produire assez d'argent dans les recettes pétrolières. Mais nous sommes dans une situation, certainement que les gens ne le disent pas. Quelqu'un me l'a dit, que la situation de notre production pétrolière est aujourd'hui la suivante. Puisque après production, il y a partage de production. Il y a partage de production. Et la part qui revient à notre pays, que notre pays devient un peu plus rétréci. Effectivement. Voilà. Elle devient un peu plus rétrécie. Et pour que nous ayons un peu plus d'argent, il faut que le Congo vende toute sa part sur le marché international. Mais or, avant, qu'est-ce que le Congo fait? Sa part, il la divise en deux. Il y a une partie qui est vendue brute et il y a une partie qui est transformée. Voilà. Mais donc, la part restante aujourd'hui, s'il faut encore la diviser en deux, alors les recettes pétrolières ne seront pas à mesure de répondre au budget actuel. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a une crise de carburant dans les stations. C'est ça, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais je voulais plutôt repréciser quelque chose de très important que Brunel a soulevé. Il s'agit des hommes d'action autour du président de la République. Mais alors, comment obtenir ces hommes d'action? Nous l'avons déjà dit que
lorsque on poursuit le combat de l'unité nationale, mais vous prenez les cadres là où les cadres les plus compétents, les plus méritants. Si vous voulez que je vous prenne un exemple, je voudrais vous prendre quand même un exemple. C'est possible? Oui, vous êtes en train d'accord. Oui, voilà. Je vais vous prendre un exemple dans le passé, comme la commémoration de l'assassinat du président Marien Ngouabi nous le permet aujourd'hui. Ça se passe au cours d'un conseil de ministres présidé par le commandant Marien Ngouabi. On est à l'époque. Et le commandant Marien Ngouabi venait d'inaugurer la CORAF, construite et inaugurée. Il fallait maintenant procéder au recrutement des cadres pour la CORAF. Les dossiers étaient déposés. Et en conseil de ministres, les dossiers étaient triés. On trie. Et il y a un ministre qui dit « Oh, le dossier de monsieur un tel, moi, je trouve que il faut pas le retenir. » Mais pourquoi? Il dit carrément « Ce monsieur, c'est un lissoubiste. » C'est lui-même qui m'en parle. Ancien ministre dans ce pays. C'est un lissoubiste, donc il ne faut pas retenir ce dossier pour la CORAF. Et ça continue. Il y a un deuxième qui dit, qui intervient dans le même sens. Et quand le président Marien Ngouabi reprend la parole, il pose la question suivante. Bon, ils sont au conseil des ministres. Ben oui, dites-moi, lorsqu'un cadre lissoubiste travaille à la CORAF, alors qu'est-ce qu'il fait? Il est dynamite, il a dynamite, il l'a fait exploser. Dites-moi qu'est-ce qu'il fait? Et les deux ministres étaient confus. Et le président Marien Ngouabi instruit que ce monsieur qui venait de sortir d'une école de pétrochimie en France ait été retenu parmi les cadres de la CORAF. Et aujourd'hui, le président, quand vous voyez, vous allez constater que le président Denis Sassou Nguesso est pratiquement sur la même trajectoire. Parce que dans son gouvernement, vous allez retrouver un cadre lissoubiste qui est le ministre Saï, Honoré Saï, et qui travaille. Et ça se passe très bien. Donc, à mon avis, Brunel a raison de dire que il faut qu'il y ait des hommes d'action et il faut qu'il y ait des cadres d'action un peu partout sans tenir compte de leurs origines. Ok, merci beaucoup. Merci. Il faut qu'il y ait des hommes d'action autour du président de la République pour que l'aide du FMI puisse servir à financer les projets prometteurs. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous. Portez-vous bien et à dimanche prochain.